Bonsoir. Imaginez un commerce florissant sur Internet. De nombreuses références, comme on dit, sont proposées en catalogue. Le client est roi. Il y a même des questionnaires de satisfaction pour permettre à chacun de mieux choisir son produit. Sauf que les produits en question sont des femmes. Des milliers de femmes venues généralement d'Ukraine, de Russie, d'Europe centrale et qui peuplent les grands hôtels des villes de France. On appelle cela la cyberprostitution. Les sommes brassées sont énormes. C'est ce système que nous allons percer grâce à nos journalistes infiltrés. Qui sont ces femmes ? Ont-elles vraiment choisi leur sort? Comment arrivent-elles en France? Qui se cache derrière ces réseaux? Et pourquoi la police n'intervient-elle pas dans ces hôtels? C'est tout cela que vous allez découvrir. Notre reportage nous a mené des beaux quartiers parisiens au faubourg de Kiev et de Moscou. Nous évoquerons ensuite toutes ces questions avec nos invités, prostituées, associations, policiers, députés, philosophes. D'abord, voici ce document, Prostitution, les mafias du net, une enquête des infiltrés. La prostitution, troisième trafic mondial après la drogue et les armes. En 2009, selon un rapport des Nations Unies, 20 millions de personnes seraient exploitées pour le commerce de leur corps. Des corps vendus ou loués chaque semaine par des proxénètes, installés entre autres dans les pays de l'Est. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des documents en règle. C'est d'être en sécurité, c'est-à-dire qu'on puisse revenir sain et sauve. Et qu'on passe un séjour agréable sur place. Et que nos clients soient normaux. Pendant plusieurs mois, notre journaliste a enquêté sur l'une de ces filières pour découvrir les méthodes et l'organisation de ces réseaux criminels. Une journée avec une fille chez nous, c'est 3 000 $. Mais si vous la prenez pour 10 jours, ce sera 10 000 $. J'ai une fille qui a 16 ans. Elle doit rentrer à l'université. Ce que je veux, c'est rassembler le plus d'argent possible pour payer ses études. Et après cela, j'arrête. Paris, Athènes, Rome, Madrid. Chaque année dans le monde, la prostitution rapporterait environ 30 milliards d'euros aux proxénètes. Des proxénètes qui dirigent de véritables agences de location d'êtres humains. Des proxénètes apparemment bien protégés. Ici, beaucoup d'agences bénéficient de la protection des services secrets russes et du ministère de l'Intérieur. En France, depuis les lois de 2003 sur le racolage passif, les réseaux semblent avoir largement contourné le système en installant des filles dans les hôtels, des filles que les clients contactent par Internet. Oui, je suis allé voir des prostituées grâce à ce site-là parce que c'était plus simple, moins sordide que d'aller voir des filles dans le bois de Boulogne. Clients, prostituées, proxénètes, enquête sur les nouvelles méthodes des réseaux de prostitution où chacun se cache derrière son écran. L'enquête démarre au printemps dernier à Paris. En quelques clics sur Internet, via les moteurs de recherche, je tombe sur de nombreuses annonces d'escort girl. En accès libre, je découvre de véritables portails Internet où sont référencées plusieurs centaines de prostituées présentes en ce moment dans la capitale. La plupart d'entre elles apparemment voyagent beaucoup. Rome, Berlin, Athènes, Paris. De capitale en capitale, ces filles disent effectuer des tournées. À Paris, ce jour-là, il y en avait 174. Sur ce site, les clients peuvent faire leur choix, photo à l'appui. Très vite, je découvre que ces filles travaillent pour des compagnies bien précises, souvent basées en Russie. Des agences qui permettent même aux clients à l'avance de réserver en ligne. Le prix de la prestation y est clairement indiqué. Pour prendre rendez-vous avec ces escortes, il est possible de le faire par SMS. Mais c'est sur un téléphone russe qu'il faut les contacter. Qui dirige ces agences d'escorte? Comment s'organise ce que l'on appelle des sex tours? Pour tenter de le découvrir, je décide de rencontrer l'une d'entre elles, se prénommant Irina, en envoyant un SMS de réservation. À peine 2 minutes plus tard, je reçois à mon tour un message. Irina, 15 h, pendant 1 heure, 250 €. L'agence m'indique l'adresse précise d'un établissement hôtelier situé dans le 15e arrondissement de Paris. Une fois arrivé dans le hall de cet hôtel de luxe, un message s'affiche à nouveau sur mon portable. Bonjour, Irina vous attend dans la chambre 113. Amusez-vous bien. Chambre 113 au premier étage. En me dirigeant vers les ascenseurs, j'essaie de voir si quelques souteneurs ou intermédiaires surveillent les alentours.
Je ne vois personne. Derrière la porte de la chambre, une jeune femme d'une trentaine d'années. À peine rentrée dans la chambre, Irina envoie tout de suite un SMS au proxénète qui l'emploie pour lui confirmer mon arrivée. Une seconde, je leur écris. Même à plus de 3000 km de distance, la société semble garder un œil vigilant sur les affaires. C'est la première fois à Paris? Non. Non? Plusieurs fois? À Paris, c'est la 4e fois. Vous avez déjà été dans d'autres villes ou d'autres pays? Oui, j'ai été dans une autre ville aussi. En Italie, j'ai été à Milan. Puis je suis arrivée ici. Ah, c'est comme une tournée alors. Je suis allée à Nice et à Rome aussi. Au cours de cette entrevue, je tente de cerner le profil et le parcours personnel de Irina. Pour ne pas éveiller de soupçons, je lui explique que je suis là, non pas pour une relation avec elle, mais pour retrouver une vieille amie personnelle croisée quelques années plus tôt à Moscou. Quelques minutes plus tard, Irina commence à m'en dire un peu plus sur elle et son emploi du temps surchargé. Vous travaillez aussi à Moscou? À Moscou? Oui, j'ai ma petite affaire à moi. Et cela marche? Oui, maintenant je suis ici en business, mais mon entreprise continue à tourner là-bas. Ah, vous avez donc deux métiers, mais pourquoi? Celui-ci est illégal et l'autre est légal. Vous savez, je suis adulte. On peut le dire, j'ai 33 ans. Donc cette occupation, pour moi, c'est quelque chose de, comment dire, de bien réfléchi. Mais c'est pour l'argent que vous le faites, ce travail. J'ai une fille qui a 16 ans. Elle doit rentrer à l'université. Ce que je veux, c'est rassembler le plus d'argent possible pour payer ses études, et après cela, j'arrête. Pour ne pas attirer davantage son attention, en posant trop de questions, après 20 minutes de conversation, je dis au revoir à Irina. À peine sorti, mon téléphone vibre. Visiblement prévenu de mon départ, l'agence me sollicite à nouveau par SMS. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à publier vos commentaires sur nos sites internet. Cela aiderait notre escouade également. Merci d'avance. Stupéfiant, l'agence me demande de remplir un questionnaire de satisfaction, publié ensuite sur le site où sont référencées ces prostituées. Il existe même une rubrique dédiée aux punteurs. Les punteurs, ce sont ces dizaines de clients habituels qui signent des évaluations d'une redoutable précision. Chaque prestation y est commentée dans les moindres détails. En véritable service après-vente, ce forum permet de signaler les fausses photos de prostituées et de débattre de certaines évaluations jugées trop complaisantes. Au cours de cette enquête, un seul de ses clients réguliers a accepté de me rencontrer. Nous l'appellerons Grégoire. Ces dernières années, ce Parisien d'une trentaine d'années s'est rendu régulièrement dans ces hôtels. Grégoire l'affirme, c'est ce système discret de réservation par Internet qui l'aurait incité un jour à franchir le pas. Oui, je suis allé voir des prostituées grâce à ce site-là, parce que c'était plus simple. Quelque part, c'était plus facile que, moins sordide, plus facile que d'aller voir des filles dans le bois de Boulogne. Là, quelque part, il y a un côté où c'est propre. Quand on téléphone et qu'on s'aperçoit en plus que c'est dans des hôtels de luxe, il y a un côté un peu classe. C'est pas sordide et c'est discret. Oui, il y a certaines semaines, quand j'ai gagné un peu plus d'argent que d'autres, quand j'ai eu une prime où j'ai consommé plus que d'habitude, quoi. Grégoire dit s'être rendu une trentaine de fois en 2 ans dans ces hôtels pour y rencontrer ces filles souvent venues de l'Est. Des filles qu'il choisissait en fonction des commentaires rédigés par les autres. Si une fille m'attire, je vais effectivement aller vers une fille qui a plus une évaluation qu'une autre. Déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont testé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui existe. On peut se dire, est-ce que les photos sont truquées ou pas truquées? Ils vont plus ou moins raconter si c'est vrai ou pas. Voilà, et puis après, dans ce qu'ils décrivent, ça peut correspondre à certains de mes fantasmes aussi. Voilà, on vit ces fantasmes, on va au bout d'un truc qui est à l'intérieur.
jusqu'à en être écœuré. Le phénomène est nouveau. Dans le monde de la prostitution, le client était jusque-là celui qu'on ne voyait jamais. En leur donnant la parole, les réseaux qui exploitent ces femmes ont à coup sûr voulu installer durablement leur commerce. Un commerce lucratif. Selon mes informations, chaque prostituée, avec une moyenne de 5 clients par jour, rapporterait à son agence plus de 10 000 euros par mois. La fille, elle, toucherait personnellement entre 6 et 8 000 euros. Pour comprendre comment et par qui ces filles ont été recrutées, je retourne dans les étages de ces grands hôtels. C'est dans l'une de ces chambres que je vais en apprendre un peu plus, en rencontrant Olga, originaire d'Ukraine. Vous avez un message? Oui, c'est mon bureau. Je leur ai envoyé un message pour leur dire que vous étiez arrivé. Auprès de Olga, comme avec les autres, pour nouer le contact, je dis toujours être à la recherche d'informations sur une amie qui ferait sans doute le même travail. Et pour pouvoir discuter avec elle, il me sera toujours demandé de payer. Oui, je travaillais en Ukraine. Je travaillais en tant que traductrice, anglais, ukrainien, russe. Mais après la crise, toute l'économie s'est effondrée. C'est pour ça que vous devez voyager? Oui. Ah d'accord. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pourquoi avez-vous décidé de le faire? Tout simplement parce que je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. Écoutez, j'ai essayé de travailler en Ukraine, mais je n'ai pas réussi. J'ai essayé plusieurs emplois, une fois en tant que manager dans une société, puis dans une deuxième société. J'ai aussi cumulé 2 emplois en même temps, ensuite dans une 3e société, mais cela n'a jamais marché. Olga m'explique plus tard que c'est l'agence qui s'est occupée de toutes les formalités pour obtenir le précieux sésame, le visa pour l'Europe. Oui, je suis passée par Athènes, car j'ai pu obtenir un visa Schengen grec, qui m'obligeait donc à transiter par la Grèce pour venir ici. Mais pourquoi? C'est comme ça que ça marche pour les Ukrainiens. Pourquoi c'est difficile? Tout le monde ne peut pas avoir un visa Schengen. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Je devais moi-même présenter des documents. Je devais surtout leur prouver que je ne venais pas en tant que touriste pour essayer de m'installer de manière illégale en Europe. Mais l'agence ne vous aide pas pour ça? Si, ils m'ont aidé. Je leur ai donné tous mes documents. Mais j'ai quand même dû aller au consulat. Mais seulement une fois. Eux, ils s'étaient occupés de tout le reste. Ils avaient fait les réservations d'hôtel, ils avaient acheté le billet d'avion. J'ai juste eu à me présenter au consulat et leur dire que j'avais bien un travail et que je comptais revenir vivre en Ukraine. Recrutée l'an passé par une agence d'escorte basée à Kiev, Olga a dit avoir rencontré physiquement une seule personne dans cette société, un certain Oleg. Mais est-ce que tu as rencontré ces personnes? Non, tout est sur Internet. Mais une fois, j'ai rencontré Oleg. En vrai. Un mec normal, un peu malpoli. Mais comment as-tu trouvé ce travail et comment tu les as contactés? J'ai trouvé une annonce sur Internet. C'était une publicité pour ce travail. Au départ, je pensais que cela ne devait être que de l'accompagnement en fait. Ah oui, vous ne pensiez pas devoir aller plus loin? J'ai compris, mais je croyais au départ qu'il ne fallait faire que de l'accompagnement, car ils cherchaient des candidates avec beaucoup de diplômes, qui parlent plusieurs langues. Des personnes bien éduquées, quoi. Donc, je n'imaginais pas qu'il fallait rester à l'intérieur d'une chambre d'hôtel toute la journée. Des journées entières à rester cloîtrées dans l'hôtel. Parfois, pour plus de rentabilité, les agences vont même jusqu'à loger 2 prostituées par chambre. Des agences qui, même si elles n'exercent pas directement de contraintes physiques sur ces filles, les surveillent en permanence. Et c'est souvent la peur au ventre que les filles ouvrent la porte. La crainte de se retrouver seule à seule avec un client dangereux, sans pouvoir appeler qui que ce soit.
Ils veulent savoir si tu es bien arrivé. Natacha effectue ses sextours en Europe depuis 2 ans. 2 ans durant lesquels la peur ne l'a jamais quittée. La première fois que je suis venue, c'était en octobre dernier. Après, j'ai réfléchi, beaucoup réfléchi. Je me suis demandé si je devais revenir ici à Paris, parce que c'est très dangereux. Pourquoi? Vous savez, vous, par exemple, vous venez dans la chambre, c'est la première fois que je vous vois. Mais parfois, il y a des hommes qui... Ah, ils vous frappent? Oui, il faut toujours faire très attention. Une de mes amies qui est dans l'hôtel m'appelle tout le temps pour savoir si tout va bien, et je la rassure. Ah, donc elle veille sur vous? Bien oui, forcément. Il y a déjà eu des problèmes dans cet hôtel. Pour rester discrète, Natacha tente de cacher sa véritable activité aux yeux de ses proches. Des proches à qui elle a dit avoir été embauchée comme une danseuse dans un cabaret parisien. Toujours dans la peau de celui qui recherche une amie, je propose à Natacha de déjeuner avec moi. Et c'est à la table du restaurant que je vais en apprendre un peu plus sur le système de rémunération conclu entre l'agence et elle. Comment savez-vous qu'ils vont vous payer? On fait moitié-moitié. Mais comment? Par exemple, quand tu viens, tu me donnes 250 €. Moi, j'en garde 125. Mais avec ce que je gagne, je dois payer la moitié du prix de la chambre, c'est-à-dire 165 €. Donc voilà, si je reste ici 3 semaines, et si je travaille normalement. Ça veut dire quoi, normalement? Tu sais, il faut que je rembourse pour le visa, pour le billet, pour les photos, pour le taxi à Moscou et le taxi à Paris. Donc ici, j'espère gagner au moins 10 000 €. Mais ça, j'en suis pas vraiment sûre. Tu m'as dit que tu leur envoyais l'argent, mais où est-ce que tu l'envoies? Je ne sais pas où est mon agence. Peut-être à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Ils m'envoient des messages en me demandant d'aller à Western Union pour leur envoyer l'argent. Cela part parfois vers l'Ukraine. Une autre fois, ça part pour Saint-Pétersbourg. Une autre fois pour une autre ville. Je ne sais jamais où se trouve réellement mon agence. Pour rapatrier ces centaines de milliers d'euros que ce commerce rapporterait chaque mois, les proxénètes se serviraient de mandats postaux, des transferts en liquide dont les bénéficiaires changeraient sans cesse d'identité. Un système simple et sophistiqué à la fois, au cours duquel les dirigeants du réseau font tout pour ne laisser aucune trace. Vous les rencontrez jamais en personne? Non, parce qu'ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur. C'est l'agence. C'est eux qui ont peur. Vous avez un message? Qu'est-ce que c'est? À 12h30, un client va venir. Et il va rester pendant 1 heure avec moi. En fait, c'est dans 20 minutes. Fin du déjeuner, je laisse Natacha retourner dans sa chambre pour le reste de la journée. Grâce à ces virements en liquide, ces proxénètes installés en Russie percevraient chaque année des centaines de milliers d'euros. De l'argent sale qui transiterait tous les jours par la Western Union, la célèbre entreprise de transfert de fonds. Pour cette enquête, j'ai demandé une interview à l'un de ses responsables pour savoir comment l'entreprise lutte contre un tel trafic. Une interview qui m'a été refusée. Seule la directrice de la communication de la compagnie a bien voulu me dire quelques mots au téléphone. Dans chaque pays, nous avons des montants maximum d'argent que l'on peut transférer. Des montants pour lesquels il faut présenter différents documents. Donc ça, c'est une première méthode de prévention. Ensuite, nous faisons appel dans nos services à des personnes très aguerries, qui sont généralement d'anciens policiers, qui préviennent tout de suite la police ou les autorités concernées lorsqu'une transaction est suspecte. Chez Western Union, tout serait donc fait pour freiner ou limiter ces transferts. Qu'en est-il des hôtels? Profitent-ils financièrement des centaines de chambres occupées à l'année et réservées par ces réseaux mafieux? À Paris, l'un d'entre eux serait plus fréquenté que les autres par ce type de clientèle. Sur les forums, les punters l'appellent même le bikini, en référence à la porte-maillot toute proche. Dans la peau d'un client de l'hôtel, je me suis rendu à nouveau en caméra cachée dans cet établissement. J'ai voulu savoir si le personnel était au courant
de ce qui se tramait à l'intérieur d'une trentaine de leurs chambres. Tous les hôtels, il y en a, parce qu'il y en a partout. Partout. C'est elle qui contrôle pas. En face, c'est pareil. C'est quoi la passe? 2,50. 2,50 Entre 250 et 350. Pourquoi? Pour une heure ou Ça s'appelle édition moderne. Sur Internet. Dans les étages, en croisant l'un de ses employés, là encore, apparemment tout le monde semble au courant. Mais si, ils sont partout dans les étages. Dans les chambres. Partout. C'est vrai? Ouais, si. Vous envoyez souvent? Bien sûr, bien sûr. Vous envoyez souvent ici? Bien sûr. C'est vrai? Ouais. Dans la réception, il y en a partout. Du premier jusqu'au 7e, ah ouais? il y en a partout. Mais combien? Ouais, ça dépend. C'est vrai? Ouais, c'est sûr, bien sûr. La réception arrangerait-elle ce type de rendez-vous? Pour le savoir, j'ai loué l'une des chambres de l'hôtel pour une nuit et demandé à la réception s'il était possible de faire monter l'une de ces femmes. Sur ce point, le concierge sera très clair. C'est interdit pour nous, sinon on va rester à être accusé par les flics. Pourquoi? La loi française. La loi française est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dit la loi française? Pour proxénétisme. Le concierge le sait, le proxénétisme hôtelier est sévèrement réprimé par la loi. J'ai voulu interroger également le directeur de l'établissement. Là encore, je devrais me contenter d'un simple communiqué de presse et d'une très brève conversation téléphonique. Il se trouve que les modes de réservation ont changé, les modes de séjour ont changé. Aujourd'hui, sur Paris, il doit y avoir à peu près 200 filles qui tournent. S'il y en a 20 chez nous, c'est un maximum. Je dirais pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Et on est un maillon de la chaîne, malheureusement. Un simple maillon de la chaîne. Le directeur de ce grand hôtel m'a également affirmé collaborer avec les services de police. Pour mieux découvrir qui se cache derrière ces agences qui envoient des milliers de femmes en Europe, je décide de partir en Ukraine. C'est là bien souvent que les filles sont recrutées. Situé à la frontière de l'espace européen, cet ancien satellite soviétique souffre d'une économie précaire. Un pays touché de plein fouet par la crise économique, en proie à un vaste trafic d'êtres humains. D'après le ministère de l'Intérieur ukrainien, on y trouverait pas moins de 12 000 prostituées. La plupart seraient des étudiantes. Mais c'est d'abord la nuit, dans les clubs, que les filles sont castées pour séjourner dans les hôtels européens. Comme ici, un bar à striptease de Kiev, où selon la gérante du lieu, plusieurs de ces filles ont été choisies pour partir en Europe. Vous savez, récemment, nos filles sont parties en Suisse et en Italie. Elles sont parties en tant que corps de ballet. Elles avaient un contrat où tout était écrit. Elles allaient gagner 1 600 € par mois et le contrat était établi pour 1 ou 2 mois. En précisant comment elles allaient être payées, en euros ou en dollars. Officiellement, les filles voyageraient grâce à un vrai faux visa de corps de ballet. Dans un pays où le salaire moyen est de 250 € par mois, il est souvent facile pour les recruteurs de trouver des candidates. À Kiev, une seule ONG se bat réellement contre le fléau de la prostitution. J'ai rendez-vous avec Anna Gutsol, la fondatrice de cette organisation, qui tous les dimanches organise dans le centre-ville de Kiev une marche pour sensibiliser les touristes étrangers et les mettre en garde contre ce business du sexe. Beaucoup de touristes ne comprennent pas que le sexe est un business ici. Ils ne savent pas que la prostitution est interdite en Ukraine, que l'Ukraine est aussi le pays le plus touché par le sida en Europe. Ils ne comprennent pas que quand ils payent une prostituée, cela relève de la criminalité et que c'est un milieu qui a beaucoup d'argent et qui est très dangereux. Avec ses 200 adhérentes, Anna Gutsol fait ce qu'elle peut pour tenter de changer les mentalités. Dans la capitale, Kiev, à la sortie des bouches de métro, des centaines de petites annonces de recherche d'emploi sont placardées partout sur les murs. Et c'est dans la plupart de ces journaux que l'on trouve des offres de travail d'un autre genre. Excusez-moi, je voudrais acheter des journaux avec des petites annonces. Il y en a plusieurs? Lequel? Celui-là? Merci.
Dans l'un de ces journaux, aujourd'hui, 3 doubles pages d'offres d'emploi, au salaire mirobolant. Pour des personnes attrayantes à partir de 18 ans, un travail sécurisé, un logement et des horaires souples. Le salaire de 150 à 250 $ de l'heure pour les jeunes filles. Des annonces qui ne précisent pas vraiment la nature réelle du travail à faire. Pour nous montrer qui se cache derrière ces numéros, Anna Gutzol accepte pour les besoins de mon enquête de contacter quelques-uns d'entre eux. Allô ? Bonjour, je vous appelle au sujet de l'annonce pour un travail à l'étranger. Nous, ce qu'on fait, c'est que nous envoyons des filles pour travailler dans les clubs de striptease à Chypre. Et le travail, c'est pour début octobre, c'est ça? Oui, dès le début du mois d'octobre. Et donc moi, j'ai besoin de toutes les copies de vos documents. Car pour demander votre visa, nous avons besoin de réunir au moins 4 filles à l'avance. Et alors, on peut former un corps de ballet. Ah d'accord, donc on part en tant que corps de ballet. Un poste de danseuse sur l'île de Chypre. Sur Internet, nous avons trouvé le site du club en question. Pour Anna Gutzol, cela ne fait aucun doute. Une fois sur place, la candidate découvrira qu'il s'agit, en fait, de prostitution. Autre numéro, autre proposition. Là, il s'agirait de travailler dans le monde du show business. Ok. Il faut qu'on voit comment vous êtes. D'accord, mais vous pouvez me dire où en Europe? Quels sont les pays? Ça se passe en Europe. C'est en Italie et en Allemagne. Et vous pouvez me dire combien on peut gagner environ par mois? À partir de 8 000 € par mois. Ah, 8 000 € par mois. En août, l'une de nos filles a même gagné 10 000 €. C'est pour travailler dans le show business. Je pense que c'est une agence qui envoie les filles dans des bordels en Europe, et peut-être même dans des boîtes de nuit et des hôtels. À Kiev, c'est toujours le même discours, le même appât. Un boulot de danseuse à plusieurs milliers d'euros par mois, qui se termine dans les hôtels de ces grandes capitales de l'Europe. Pour promouvoir ce sordide commerce, certaines agences vont même jusqu'à diffuser sur Internet les vidéos de leurs prostituées. Un service marketing ultra sophistiqué, vantant les mérites de chaque escorte en tournée en ce moment dans les hôtels parisiens. Ces clips ont tous été tournés en Russie. Là, l'activité d'escorting est devenue une véritable industrie. Moscou, au mois d'octobre dernier. Pour découvrir comment les filières de la prostitution s'organisent, j'ai décidé de me faire passer moi-même pour un proxénète français. Un proxénète qui souhaite acheter plusieurs femmes pour remplir les chambres d'hôtel parisiennes. En arrivant dans la capitale, je compose un numéro trouvé sur le site qui diffuse les vidéos des prostituées. Mais malheureusement, le stock de l'agence semble vide en ce moment. Non, nous n'avons pas de filles en ce moment à Moscou, car elles sont toutes parties en Europe. Donc je pense que cela ne va pas être possible. Désolée. Plus personne à Moscou? Qu'importe. J'essaye alors de joindre une autre agence de la capitale. Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'organiser des sex-tours pour les pays étrangers. Pour combien de jours, monsieur? Comment? Pour combien de jours? Je sais pas, peut-être 4 jours? Vous m'avez dit maximum 5-6 jours. Et ça se passerait à Paris même, c'est ça? Oui. Et le lieu de travail sera donc un hôtel ou un appartement privé? Oui, c'est un hôtel. Si j'ai bien compris, vous voulez organiser un tour pour les filles, c'est cela? Il vous faut alors des filles qui ont déjà leur passeport international. Vous pouvez venir chez nous les sélectionner, mais vous devrez vous-même réserver les billets et vous occuper de faire les visas et de payer les filles. Acheter des femmes en Russie serait donc simple comme un coup de fil. Mon contact me donne ensuite une adresse à laquelle je dois me rendre pour aller sélectionner les candidates. C'est au 3e étage de cet immeuble résidentiel du centre de Moscou que le choix doit se faire. Dans un salon, 5 filles sont là et attendent. 2 d'entre elles sont des sœurs.
C'est ma sœur. Et quelle est la plus jeune ou la plus vieille? Elle, c'est la plus vieille. Elle a 20 ans. 20 ans? Moi, j'ai 19 ans. Et vous faites des études? Ouais, je fais des études. Et quel sujet? J'étudie l'économie internationale. Où ça? À Moscou. Et combien ça coûte de l'heure ici? Ici, c'est 2000 roubles de l'heure. Apparemment, ces 5 filles ont déjà entendu parler des sextours en Europe. Mais tout affiche une certaine inquiétude à propos de cet hypothétique voyage. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des documents en règle. Et aussi, c'est notre sécurité. C'est-à-dire qu'on puisse partir et revenir saine et sauve. Et qu'on passe un séjour agréable sur place. Et que les hommes qu'on va voir soient normaux. Pour la négociation du prix des filles, c'est avec leur responsable que je devrais voir. Cette mère Macrel, je ne verrai jamais son visage, me donnant les consignes seulement par téléphone. Après le casting, je lui fais croire que je souhaite donc faire venir sur le sol français ces femmes. Et comme pour la location d'une voiture, la gérante me demande d'abord une caution. Il va falloir nous laisser un dépôt de garantie pour les filles que vous avez choisies. Plus édifiant encore, Olga, la mère Macrel, me propose une réduction si je décide de louer ces filles pour plus longtemps dans les hôtels français. Donc, une journée avec une fille chez nous, ça coûte 3000 $. Si vous la prenez pour 10 jours, ce sera 10 000 $. Mais pour 5 jours, je pense qu'on peut faire 6 000 $ pour une fille. Alors, vous en voulez combien? 6 000 $ les 5 jours de location d'une femme. Bien évidemment, je n'irai pas plus loin dans ce dangereux jeu de rôle. Qui se cache derrière ce trafic? Quels sont les vrais patrons de ces filières de la prostitution? J'ai également contacté ces agences en tant que journaliste, espérant pouvoir parler à quelqu'un. Allô? Je suis à Moscou et je veux rencontrer quelqu'un qui peut me parler des agences d'escorte. Il faudrait que vous rappeliez. Quelqu'un va pouvoir répondre à toutes vos questions. Ah, et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Evgeny. À plusieurs reprises, le même nom me sera donné. Lui seul serait autorisé à parler de ce business. Après plusieurs jours, j'arriverai enfin à parler à cet Evgeny. Au téléphone, l'homme se dit prêt à me rencontrer. On peut organiser un rendez-vous, il n'y a aucun problème. Il faudra par contre que vous veniez à Saint-Pétersbourg, pas à Moscou. Il n'y a aucun souci, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. C'est un sujet intéressant. Rendez-vous est donc fixé à Saint-Pétersbourg, avec ce fameux Evgeny, un homme du milieu, apparemment bien informé. Mais le lendemain, une fois sur place, il me laissera attendre de longues heures, tout seul. Le risque pour lui de me rencontrer et de s'exprimer sur son activité est peut-être trop grand. Car en Russie comme en France, son activité d'agence d'escorte est illégale. Mais ce silence s'explique peut-être autrement. Sans doute ce proxénète ne veut-il pas impliquer d'autres personnes. En Russie, récemment, une affaire aurait révélé l'étendue de ces réseaux internationaux qui bien souvent seraient protégés par des policiers ou des militaires corrompus. Le lieutenant-colonel Dimitri Strikhanov des services secrets est soupçonné d'être au cœur d'un réseau de prostitution. Il aurait envoyé en Europe et au Moyen-Orient une centaine de filles. Selon les médias officiels russes, c'est la première fois qu'un tribunal militaire juge à huis clos un des membres des services secrets de l'armée. Le lieutenant-colonel Dimitri Strikhanov est actuellement poursuivi pour trafic des êtres humains. Cette implication des services de renseignement ne serait pas une chose nouvelle. C'est du moins ce que pense Sergueï Kanev, ce journaliste spécialiste des affaires criminelles. Sergueï Kanev a été à plusieurs reprises agressé physiquement pour ses reportages effectués sur le milieu. Les agences, chez nous, bénéficient d'une protection de la part des services secrets russes ou du ministère de l'Intérieur. On crée spécialement des agences pour cela, dans ce but précis.
Les agences ont toute une vitrine officielle, une activité légale, et fonctionnent comme des agences de voyage. Mais d'un autre côté, ces sociétés envoient des filles à l'étranger se prostituer. Et comme d'habitude, ils ont une très bonne protection des services secrets et du ministère de l'Intérieur. On appelle ça un toit ici. Ils ont toujours besoin de gradés bien placés pour se protéger. Je sais que d'habitude, pour cette protection, ils sont obligés de reverser au moins 50% de leurs gains, qui finissent dans les poches des membres corrompus des services spéciaux. Et peut-être même encore plus. Une protection de la part de la police et des services spéciaux en Russie serait donc indispensable pour assurer un tel trafic. Bien souvent, les proxénètes ont également besoin de complicité dans les administrations pour obtenir des visas pour ces prostituées. Cette implication des services de l'État, Alexei Moukhin, cet observateur indépendant de la vie politique moscovite, est l'un des rares à oser la dénoncer. Ce business était auparavant réservé seulement aux criminels. Et maintenant, c'est en quelque sorte plus officiel. La police aide les criminels dans leur activité. Les criminels ont recours à cette aide de la police pour, par exemple, établir les documents pour le transfert de l'argent. Et bien sûr, ils peuvent utiliser les contacts de ces services pour aider à développer leur business, non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger. L'exportation des filles, c'est un peu comme le pétrole. Il y aura en quelque sorte le pétrole, le gaz et les filles. Selon l'expert, cet argent gagné rapidement et facilement permettrait ensuite au milieu de développer d'autres trafics, comme celui des armes ou de la drogue. Aujourd'hui, via l'Internet, les proxénètes se cachent plus facilement des policiers. Complexe pour les services de police de surveiller les SMS envoyés sur des numéros russes. Difficile aussi pour eux de constater le moindre délit dans l'intimité d'une chambre d'hôtel. Impossible de surveiller précisément ces transferts d'argent en liquide. Mais en 2009, pour la première fois, la police judiciaire de Clermont-Ferrand aurait fait tomber un réseau international d'escortes. Le démantèlement d'un important réseau européen de proxénétisme et d'escort girls sur Internet. Des arrestations ont lieu en France, en Slovaquie. Un mandat d'arrêt est lancé en Suisse contre le supposé cerveau du site. Sur les antennes et dans la presse, le procureur adjoint de la République de Clermont-Ferrand l'annonce fièrement. Un réseau européen de 7500 escortes aurait été démantelé. Nous avons démantelé un réseau international de prostitution moderne qui était extrêmement difficile à mettre en évidence et je crois que nous avons également, nous aussi, utilisé des moyens modernes. Un réseau démantelé? Pas vraiment. Moins de 12 heures après les déclarations des autorités, le site était à nouveau en ligne, visiblement contrôlé à distance, à plusieurs milliers de kilomètres de là. À l'issue de cette enquête, 2 Français ont été poursuivis pour proxénétisme. Le webmaster du site en question a été placé durant 6 mois en détention provisoire. Au mois d'octobre dernier, je suis allé l'attendre à sa sortie de la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour. Anthony Hedley. Vous allez bien? Vous-même. Ça va. C'est dur? Vous avez passé combien de temps en détention? 112 jours. 112 jours? Ouais. Je suis depuis le 26 juin, 23h50. Pour avoir mis en ligne des annonces d'escorte, Karl le webmaster est également poursuivi pour trafic des êtres humains et association de malfaiteurs. Des chefs d'inculpation d'une particulière gravité, selon Karl et son avocate. Pour cet homme d'une quarantaine d'années, son activité sur le site n'était pour lui qu'un complément de salaire, à côté de son vrai métier, chauffeur pour personnes handicapées. Je pensais jamais aller en prison, je pensais avoir une garde à vue, des explications, et puis être mis en liberté. Et puis, ça va passer comme ça. En France, la loi condamne le racolage sous toutes ses formes. C'est en 2003 que Karl a commencé à travailler pour le site d'escorte. Dans le bureau de son avocate, il accepte de m'expliquer plus précisément en quoi consistait son travail.
Les filles, elle est là, ajoutez votre profil avec photo maintenant. D'accord. Et elle s'inscrivait automatiquement. Et l'annonce était en suspens. L'annonce était en suspens le temps que je la valide. Et les critères pour que vous la validiez étaient lesquels? Avoir des photos réelles, qui ne soient pas piquées sur la toile, un numéro de téléphone valide, et puis un pays ou une ville qui corresponde à l'adresse IP de l'enregistrement. Mais à l'époque, vous ne réalisiez pas que c'était de la prostitution ou vous étiez naïf par rapport à ça? J'étais naïf par rapport à ça. Je savais que c'était de la prostitution, mais je voyais pas le réseau international comme c'est marqué partout. Je voyais pas le proxénétisme aggravé. Pour que ces annonces soient publiées en bonne position sur le site, les agences ou les prostituées elles-mêmes devaient payer jusqu'à 350 € par mois. Mais sur ce point, Karl le maintient. Il ne touchait lui que de maigres sommes comparées aux bénéfices gigantesques qu'aurait dégagé l'activité du site. Moi, je ne bénéficiais pas des abonnements qui étaient payés chaque mois par les escorts. J'avais un salaire qui correspondait entre 1000 et 1500 € par mois que j'allais chercher directement en Suisse. Le chiffre d'affaires des annonces était entre 30 et 40 000 € par mois qui allaient directement aux propriétaires qui étaient en Suisse. Le propriétaire du site, lui, est toujours recherché pour trafic des êtres humains par la police française. Placé sous le coup d'un mandat d'arrêt international, l'homme habiterait en Suisse. Là-bas, il y serait à l'abri puisque le proxénétisme y est toléré. Il ne risque donc pas d'être livré à la France. Après plusieurs mois de tractation via son avocat parisien, le cerveau du réseau, comme les policiers le surnomment, a accepté de me rencontrer. La France sait que si elle lançait un mandat d'arrêt uniquement pour proxénétisme contre moi, il ne se passerait rien. Car dans 15 ou 20 pays européens, la prostitution est légale. Donc ce que la justice française a fait, c'est qu'elle me poursuit pour des crimes bien plus sévères pour pouvoir m'arrêter et me faire juger en France. Pour le responsable du site, son travail ne serait pas vraiment celui d'un proxénète. Et même s'il reconnaît avoir bénéficié financièrement du système, il dit ne pas être le seul sur la toile à en avoir profité. Quand à l'époque, je voyais que même Google mettait en ligne des publicités pour des filles et des agences d'escorte en France, tout comme moi. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Eux aussi gagnent beaucoup d'argent. Et Google.fr n'est pas le seul. Les hôtels à Paris, ces hôtels dans lesquels les filles font leur travail en vendant leur corps, eh bien ces hôtels, ils gagnent beaucoup d'argent. Et cet argent, ensuite elles vont au restaurant, elles le dépensent, et le restaurateur est bien content. Donc tout ça est un peu ridicule, tout ça me fait bien rigoler. Car en fait, tout le monde bénéficie de l'argent de la prostitution. Selon le responsable du site, le moteur de recherche américain aurait référencé, lui aussi jusqu'en 2007, ce type d'annonce contre de l'argent, avant d'y mettre fin de lui-même. Quant à David, le Suisse, percevoir de l'argent en provenance des réseaux criminels ne semble pas vraiment le déranger. En fin de compte, on ne peut pas savoir qui est vraiment derrière tout ça, parce que nous sommes payés par carte de crédit ou par virement bancaire. Donc il est très difficile pour nous de voir qui sont les bons ou les méchants. David, le responsable de ce site, me dit ne pas connaître directement les agences d'escorte qui lui versent pourtant tous les jours de l'argent. D'ici quelques mois, cet homme d'affaires me le confie. Il compte s'attaquer au marché américain en diffusant plus largement son site. Avec le développement des nouvelles technologies, le proxénétisme semble avoir pris aujourd'hui plus de vitesse. Un terrain sur lequel les cybercriminels donnent l'impression d'avoir une certaine longueur d'avance sur les services de police.
Voilà, il y a le pétrole, le gaz et les filles, disait un des intervenants dans cette enquête. C'est bien un supermarché international de la prostitution que nous dévoile ce document. Et c'est le sujet dont nous allons débattre maintenant. Avec nous ce soir, Jean-Marc Souvira. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire divisionnaire et vous dirigez l'OCTRAI, l'Office central pour la répression du trafic des êtres humains. Votre première réaction à ce film, on imagine que vous n'avez pas vraiment découvert quelque chose, mais est-ce que vous connaissiez le degré de précision de cette organisation-là? Oui, bien sûr. Ce sont des phénomènes que l'on connaît très bien et on est dans le rapport marchand-marchandise. J'emploie des mots peut-être un peu forts, mais on voit très bien. C'est bien à ça que ça ressemble. Mais on voit très bien quelle est l'implication des uns et des autres. Et même quand les jeunes femmes parlent, on les sent toujours un peu sur la réserve. En fait, avant de venir, j'ai regardé sur un moteur de recherche bien connu combien de sites d'escort girl étaient référencés. Il y en avait sur le web 2 500 000. 2 500 000 sites. Oui, chacun peut le vérifier ce soir en regardant sur un moteur de recherche bien connu. Donc ça veut dire que l'Europe, le monde est traversé par les réseaux d'escorte. Avec nous également Lisa, bonsoir. Vous êtes prostituée, vous avez débuté en France, vous travaillez maintenant en Suisse où vous dirigez, comment on appelle cela, un salon érotique? Tout à fait, je dirige un salon érotique à Genève, oui. Puisque nous avons Palier-sur-Rue. Une sorte de maison close en quelque sorte. Voilà, tout à fait, oui. Votre sentiment à la vision de ce film, est-ce que c'est une autre facette du métier que vous découvrez? C'est effarant. Pour moi, c'est le côté le plus mauvais, le plus malsain qui puisse exister dans la prostitution. Elles sont exploitées, elles sont toujours contrôlées, surveillées, et elles ne font pas spécialement les choses comme elles le souhaitent, ni de la façon dont elles le souhaiteraient. Ici, on leur prend 50% de leurs recettes. Non, c'est effarant. On aura l'occasion d'en reparler. Bonsoir Sylviana Kaczynski, vous êtes philosophe et vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets qui ont trait au corps et à la marchandisation du corps. Votre sentiment, vous êtes impressionné, vous êtes consterné par ce que vous avez vu? Ça ne m'étonne pas du tout parce que tout ça est très bien connu et j'ai été frappée de voir que ce sont souvent dans les mêmes pays, je voyais Chypre, la Géorgie, Kiev, que s'organise par exemple dans le marché procréatif, le marché des ovocytes pour les femmes, le marché des mères porteuses et finalement les réseaux de prostitution qui recrutent beaucoup de filles. Donc il y a une relation, c'est pas la même chose, mais il y a une relation entre le fait que ces jeunes femmes, sur le fond évidemment d'une misère très grande et d'un chômage qui s'étend, eh bien, sont la proie de réseaux extrêmement importants, on le voit bien, de réseaux énormes de proxénétisme. Il faut parler ici de système prostitutionnel. C'est pas de l'artisanat, c'est des énormes systèmes prostitutionnels. On comprend très bien et on voit pas comment il pourrait en être autrement qu'il n'y a pas de prostitution sans système prostitutionnel avec proxénètes qui en profitent. Et il y a beaucoup de gens qui tombent sous cette catégorie finalement de profiteurs de la prostitution. Donc pas de différence entre désir individuel de se prostituer et proxénétisme, il n'y en a pas. D'autre part, on voit aussi le statut des femmes comme pur et simple, vous l'avez rappelé, objet de consommation, comme chair, comme viande à vendre et comme chose offerte au consommateur qui lui-même parle de consommation et des femmes, des filles comme des objets de consommation. Et puis ce qu'on perçoit aussi, c'est la peur de ces jeunes femmes. Le secret, le mystère, tout le monde a peur parce que tout le monde a finalement quelque part honte de cela, parce que il y a un sentiment confus que c'est une façon bizarre de traiter les femmes, et puis la peur des femmes, parce que dans la consommation sexuelle, dans la relation prostitutionnelle, il y a toujours un risque, elles le connaissent, et elles ont peur. Ce qui manque quand même à ce documentaire, au fond, c'est la nature même, on y reviendra, mais la nature même profondément inégale et dégradante du commerce dans la prostitution. Alors ça, je pense qu'on y reviendra. On est là pour en parler aussi maintenant, on va y revenir dans quelques minutes. Bonsoir Chantal Brunel. Bonsoir. Vous êtes députée UMP, vous êtes beaucoup intéressée également au sujet, vous êtes l'auteur notamment d'une proposition de loi sur laquelle on aura l'occasion également de revenir, mais votre sentiment après ce film? Écoutez, ça ce sont les aspects négatifs
de l'ouverture des frontières, de la mondialisation des échanges et d'Internet. Et puis de la misère, parce que toutes ces filles, c'est la misère qui les attire dans ces réseaux. Et je crois qu'on n'échappera pas un jour à une réunion internationale et un contrôle d'Internet. Internet, on a des scènes de pédopornographie, on a des scènes de torture, et je crois qu'il faudra quand même qu'on réglemente Internet. Au niveau mondial, il va falloir des accords internationaux, car on ne peut pas continuer. Et je crois qu'on a un problème, la classe politique, on doit réfléchir à ce sujet. Bonsoir Bernard Lemaître. Bonsoir. Vous êtes président du NI, tout à fait. Une association qui se prononce pour l'abolition de la prostitution. Oui. Qu'avez-vous appris dans ce film? Rien. Sinon que vous saviez tout, de voir une fois de plus que c'est une entreprise criminelle, une machine à broyer l'humain, alimentée par des hommes qui sont clients. Et vous soupçonniez, encore une fois, ce degré de maîtrise de tout le processus de A à Z? Bien sûr, parce que les personnes qu'on accompagne dans ce qu'on appelle la réinsertion sociale, qui au fur et à mesure des mois et des années révèlent en quelque sorte eh bien, cet itinéraire dans lequel elles ont été happées en quelque sorte. Moi je dirais, ce document me dit une fois de plus qu'il n'y a pas de différence entre ce système qu'on vient de voir et l'ensemble de la prostitution. Il n'y aurait pas une prostitution sale et une autre qui serait propre. Non, alors, deux appréciations différentes par rapport à ce qu'on a entendu. Mais bien sûr. Ça sera aussi l'objet de notre discussion désormais. D'abord, je vais donner la parole à Janine Mossus-Lavo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et si on vous a invité, c'est parce qu'il y a quelques années, vous avez fait une très grande étude, une étude de terrain, comme on dit, sur la prostitution. Votre réaction après cette enquête? Alors, cette enquête, je trouve qu'il sera très intéressante pour les téléspectateurs. Bon, personnellement, on ne m'a pas appris grand-chose parce que je travaille sur ces questions depuis un certain temps, mais ça permet quand même de montrer un élément qui est important et qui, pour ce qui concerne la France, s'est particulièrement développé depuis 2003. Et c'est vrai que à partir de 2003, c'est-à-dire de la loi sur la sécurité intérieure de Nicolas Sarkozy, qui instaure le racolage passif et qui, de fait, pour faire plaisir aux riverains, a nettoyé les rues, a essayé d'éradiquer la prostitution de rue, eh bien, depuis cette date, il y a eu une explosion de la proposition de prostitution sur Internet. Et c'est vrai que ça signifie pour les filles une mise en danger beaucoup plus importante que celle qu'elles avaient dans la rue. Parce qu'elles n'ont plus du tout l'accompagnement, le contrôle et le soutien qu'elles avaient quand elles exerçaient dans la rue, où elles pouvaient être un peu coachées par les aînés, comme on les appelait. Alors, le commissaire Souvira vous répondra dans un instant, mais je voudrais simplement qu'on aborde quelques éléments très factuels. Ce sont vraiment des questions qu'on se pose après ce film. Janine Mossus-Lavo ou commissaire Souvira, peut-être vous allez nous aider à y répondre. Combien de femmes cela concerne? Est-ce que ça se chiffre en centaines? Est-ce que ça se chiffre en milliers? En dizaines de milliers, pour ne parler que de la France? Alors, que de la France, je dirais qu'on est le pays le moins concerné au sein de l'Europe. Et on a une évaluation qui n'est pas scientifique, mais qui est à peu près au regard des différents contrôles, etc. On est autour de 15 à 18 000 jeunes femmes qui se prostituent. Qui se prostituent sur la voie publique. Et via Internet? Non, ça on ne peut pas le dire. Ça c'est impossible. C'est impossible à dire. On ne peut pas quantifier le nombre de personnes qui se prostituent. On a l'impression que ce sont des rotations, c'est-à-dire presque saisonnières, où des fournées entre guillemets de femmes arrivent puis repartent. Ces femmes qui vendent leur corps sur Internet, ce sont pour l'essentiel des étrangères ou est-ce qu'il y a des Françaises aussi? Oui, mais vous venez d'employer un mot. Oui, allez-y, j'en prie. Vous venez d'employer un mot qui se vendent, qui se prostituent. Qui vendent leur corps. Moi, j'aime mieux que l'on dise que l'on prostitue. Parce que c'est encore une fois rejeter la faute sur les femmes, comme si elles auraient choisi, comme si... voilà, et moi je pense qu'on est là dans un trafic, donc que l'on prostitue. Alors la question qui est posée, la question que vous posez, c'est bien celle qu'on se pose aussi en voyant ce film. Est-ce que ces femmes le font volontairement ou est-ce qu'elles sont prises dans un engrenage? Je veux vous entendre les uns et les autres là-dessus. C'est un faux problème. Commissaire Souvira. Oui. Donc là on reste toujours sur le thème d'Internet.
absolument, sur ce qu'on a vu dans le film. D'accord. On a le sentiment que ces femmes, finalement, on ne sait pas très bien. On a le sentiment qu'il y a une ambiguïté. Faut pas se retourner contre Internet non plus. Non, mais le sujet c'était sur Internet là. Utilise cet outil Internet, partons du film, mais en la tout question cas. c'est le système prostitutionnel. C'est pas mais d'accord, mais Internet. c'est par rapport au sujet que nous venons de voir. Sûr. Déjà, moi, je fais une petite parenthèse, enfin une précision plutôt. La loi de sécurité intérieure n'a pas transformé les filles de la voie publique sur Internet. C'est-à-dire que ce sont deux catégories de personnes totalement différentes. Les jeunes ukrainiennes, russes que nous avons vues dans les hôtels ne viennent jamais sur la voie publique. Donc il y a deux choses différentes. Il y a les jeunes femmes de voie publique en France, ce sont des Roumaines, des Bulgares, essentiellement de la communauté rome, tsigane, ensuite des Nigérianes et des Camerounaises. Et sur Internet, on a plutôt une population qui vient d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie. On a vraiment deux populations différentes. Alors, est-ce qu'elles se prostituent volontairement ? Au départ, vous avez une partie de la réponse dans le reportage. Je suis allé, je croyais que j'allais faire une démonstration artistique, je croyais que j'allais accompagner des gens toute une journée, etc. Au départ, il y a une présentation qui est tendancieuse, complètement tendancieuse. Et en plus, il faut dire que certaines jeunes femmes veulent bien croire à ça. C'est-à-dire que, comme le disaient fort bien nos interlocuteurs, c'est qu'il y a une prostitution de misère. On l'a bien vu en Ukraine, ce sont des gens qui sont vraiment économiquement... Et en même temps, on entend des femmes dire, voilà, c'est pour payer les études supérieures de ma fille. On n'a pas le sentiment que ce sont des gens, voilà, qui n'ont pas d'autre alternative. Il y a aussi des femmes, il ne faut pas se le cacher, bien sûr, visiblement, qui le font pour j'allais dire, améliorer l'ordinaire. Pardonnez-moi cette expression. On a vu une expression, c'était la prostitution de fin de mois. Oui. Dans les années 70-80, les services de police parlaient de prostitution de fin de mois, où on voyait toute une catégorie de personnes, de jeunes femmes, qui allaient se prostituer pour boucler les deux bouts. Et c'est une question très importante, parce que c'est pas la même chose d'être dans un système où chacun finalement fait ce qu'il veut de lui-même, ou un système où il y a coercition, même si elle ne s'affiche pas en tant que telle, Sylviana Kaczynski. Je disais que c'est un peu un faux problème, parce que la question de fond est effectivement de savoir quelle est la légitimité, voire la légalité d'une certaine relation prostitutionnelle, c'est-à-dire de la vente du corps de femme, de la consommation par des consommateurs du corps d'une femme. Alors, ou bien ce système apparaît comme parfaitement normal, légitime, voire un job comme un autre, ou bien il apparaît comme une relation totalement inégale, dégradante également à l'égard du corps de ces femmes qui deviennent des objets, totalement inégale aussi dans la mesure où elles sacrifient leurs propres désirs sexuels, leur propre personnalité, et ça fait partie de nos conceptions juridiques de considérer que la personne est également son corps. Donc, relation complètement inégale. Et puis surtout, si vous voulez, à partir du moment où le marché existe, faut prendre le problème du marché. On voit là, des femmes sont des marchandises. Le problème du marché... Et en même temps, c'est un marché vieux comme le monde. On dit c'est le plus vieux métier du monde. C'est pas pour ça que c'est bien. Non, bien sûr. C'est pas parce que c'est vieux comme le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un principe de réalité? Je vais prendre une comparaison. Prenez un autre système qui est vieux comme le monde, exactement comme la prostitution, qui s'appelle l'esclavage. Et il y a une relation extrêmement étroite entre l'asservissement sexuel, qui est une forme d'esclavage, et l'esclavage. Il n'y a rien de plus vieux que l'esclavage. C'est pas pour ça qu'on n'est pas arrivé à un moment donné à trouver que c'était contraire à la dignité, à l'abolir. À partir du moment où le système existe, vous allez dire à quelqu'un qui est dans la misère, qui a besoin, soit dans la misère la plus noire, soit qui veut payer des études à sa fille, et dans ce système, elle peut se dire, tiens, je peux gagner des sommes importantes en vendant mon sexe. Voir concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire des dizaines de passes par jour, ça veut dire de vendre son vagin, son anus, sa bouche, son corps tout entier. Je veux dire, il faut voir concrètement ce que c'est que la prostitution. Il ne faut pas être... Non, mais vous avez raison d'employer les mots. Le mot escort girl, c'est encore un de ces mots qui sert de masse. Donc, à partir du moment où vous avez ce système, vous accordez à la liberté individuelle la possibilité d'entrer dedans. Mais le problème juridique, le problème du droit, le problème d'une civilisation, c'est pas une question de morale individuelle, c'est de savoir si cette relation-là, si le fait de permettre aux femmes et aux consommateurs d'entrer dans cette relation-là, c'est une liberté ou pas. À partir du moment où on dit c'est normal, c'est comme si vous disiez, eh bien écoutez, on peut faire travailler quelqu'un 15 heures par jour dans des conditions d'insécurité.
vous trouveriez évidemment des tas de volontaires, des tas de personnes consentantes. Donc le consentement n'est pas le dernier mot de la liberté des individus et de leur respect. Je voudrais qu'on entende Lisa là-dessus. Est-ce qu'il y a finalement une forme d'aliénation, même si elle est volontaire? Il y a tout à fait cette forme d'aliénation. Mais il faut quand même penser que le reportage que nous avons vu fait partie d'une des facettes de la prostitution. À l'origine, aucune des consentantes, à l'origine, toutes se pensent stripteaseuses ou danseuses ou quel que soit un corps de ballet. C'est complètement insensé. Mais vous considérez comme consentante, pour reprendre votre terme? Ah, tout à fait, je suis consentante, oui. De toute façon, je l'ai fait, c'est moi-même qui l'ai choisi. Je le fais de mon plein gré. J'ai personne derrière qui me dit fais, c'est bien, tu gagneras plus d'argent ou tu auras une autre. Pourquoi vous l'avez choisi, ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Comme je pense 99% des filles qui commencent un jour dans cette activité parce que j'ai eu besoin d'argent. Une fois que j'ai eu mon besoin d'argent de fini, je suis retournée dans la vie active, dans la vie courante. À ce moment-là, j'avais des enfants. Je me suis dit, mais je vois jamais mes gamins. J'ai décidé de recommencer. Au moins, je voyais mes enfants. J'étais à la maison 20 heures par jour. Et pour vous, c'est un métier comme un autre? Ah, tout à fait, oui. Ça vous choque ce que dit Sylviana Gazinski? En fait, ce qui me choque, c'est quand ils disent que nous vendons nos vagins, nous vendons nos bouches, nos anus. Non, en fait, nous vendons un service. De toute façon, c'est pas dur. Soit le client vient nous voir en tant que vient voir une prostituée, paye un échange, paye un service sexuel, ou bien il va prendre n'importe quelle personne dans la rue qui ne sera pas consentant. Non, ça c'est la prostitution pour éviter le viol. Ça, il y a longtemps que ça a été un argument démoli. Ça n'a rien à voir. La question est vraiment de la mentalité, de savoir si les femmes sont des objets de consommation tarifés, et la différence entre un travail qui consiste à vendre, un travail intellectuel, manuel. Il n'y a aucun travail dégradant, même un travail sale. En revanche, en quelque sorte, être obligé de renoncer à son rapport intime à son propre corps, y compris le plus intérieur, comme le sexe, il est évident que ça implique un sacrifice tout à fait différent du fait de faire un métier. C'est pas vous appelez ça un service, mais c'est aussi une servitude, et c'est tellement une servitude que si on regarde dans le passé, on s'aperçoit que justement, en même temps que l'esclavage, en même temps que la domesticité à l'ancienne, il y avait toujours une espèce de droit de ceux qui possédaient ces esclaves à user sexuellement et à abuser sexuellement des personnes. Janine Mossus-Lavo, oui. Est-ce que vous avez rencontré lors de votre enquête des prostituées volontaires et heureuses? Oui, j'en ai rencontré, mais je vais y revenir. Mais ce que je voudrais dire avant, c'est que l'expression, puisqu'elle a été employée plusieurs fois, y compris par vous-même, vendre son corps, je pense, ne correspond pas à la situation. Les prostituées vendent des services sexuels, leur corps, que je sache, elles repartent après la passe. Hein. Et ce que je voudrais dire, justement, c'est que je pense que les prostituées, on peut considérer qu'il y a trois groupes. Il y a d'un côté, à un pôle, il y a les esclaves, les victimes de la traite, et là on est tous d'accord pour dire qu'il faut lutter contre ça, et que c'est vraiment un fléau, et que c'est un business, que c'est comme le trafic d'armes, c'est pire que le trafic d'armes, etc. C'était le cas dans l'enquête que nous avons vue, d'après vous? Alors, c'est plus compliqué. À l'autre bout, je dirais l'autre pôle, il y a effectivement des prostituées, celles qu'en France on appelle les traditionnelles, qui déclarent, alors on ne sait pas toujours si c'est vrai ou pas, mais en tout cas qui déclarent qu'elles sont libres, qu'elles ne sont pas sous contrainte, qui ont parfois ce qu'elles appellent des proxénètes de soutien, c'est-à-dire leur mari, leur fils ou le compagnon, parce qu'elles veulent vivre comme tout le monde. Et entre les deux, je dirais qu'il y a une zone grise qui correspond plus, je trouve, à ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire toutes ces femmes, notamment, et celles qui viennent de l'étranger, et qui souvent, même si elles disent « on m'a dit que c'était pour garder des enfants ou être serveuse, etc. », savaient très bien, au départ, ce qu'elles allaient faire en France.
il y a toutes ces femmes qui viennent parce que effectivement elles sont poussées. Beaucoup d'Africaines qui viennent, qui font vivre certaines tout un village. Il y a vraiment la misère économique qui joue et qui fait que quand vous n'avez pas à manger dans votre pays, vous cherchez un peu n'importe quoi dans un autre pays qui vous permet de vous nourrir et de nous nourrir les vôtres. Donc je crois qu'il faut... Elles sont recrutées, les Africaines. Oui. Je ne vais pas vous l'apprendre. Vous non, savez ça, aussi qu'on dit qu'elles participent à la prostitution la plus dégradante, c'est-à-dire celle qui a lieu dans les pays légalistes où il y a des maisons closes comme la Hollande ou comme l'Allemagne, et où on dit que précisément ces Africaines servent puisque vous appelez ça des services, dans cette prostitution qui implique parfois la scatophilie et la zoophilie. Alors il faut quand même savoir de quoi on parle. Mais ça existe aussi, ça existe aussi à Paris, avec d'autres types de prostituées. Je ne suis pas complètement d'accord avec Mme Magazinski sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Lorsqu'une femme de façon momentanée, quand elle veut, à un endroit où elle veut, dans les conditions où elle veut, a envie de faire, d'avoir de l'argent en échange, je veux dire, d'un commerce sexuel, je veux dire, quand elle le fait, c'est sa propre liberté, c'est son choix pour moi. C'est une vue de l'esprit, ça, madame. Non, parce qu'on a vu le système je vous ai pas interrompu. Je vous parle pas de ça. Je vous parle. Oui, il faut qu'elle rembourse l'hôtel, il faut qu'elle rembourse le voyage, il faut qu'elle rembourse le proxénète. Ensuite, il faut qu'elle paye ses impôts. Il faut qu'elle paye ses impôts et elle est prise. Et ensuite, on la drogue. Qui volontairement. Je ne vous parle pas de la prostitution organisée, de l'organisation de la traite des êtres humains. C'est une violence atroce. Vous évoquiez, il y a 10 minutes, le cas de la femme qui, de façon très ponctuelle, dans le cadre qu'elle a choisi et comme elle veut, fait commerce de son corps. Après tout, c'est aussi une liberté de la femme. Voilà, comme porter la burqa et vendre son utérus, c'est exactement le même raisonnement, madame. C'est le même raisonnement. Ce que je dis, on a aujourd'hui un vrai problème. On a un vrai problème de clandestinité, on a un vrai problème, il semble, que plus 80% des prostituées soient l'objet de la traite des êtres humains, et c'est sur ce sujet-là qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que peut-être faire des endroits éventuellement dédiés éloignerait les réseaux mafieux. De toute façon, la prostitution est quelque chose qui existe. Ça, on en parlera dans un instant. Non, mais la prostitution est quelque chose qui existe. J'y suis, comme tout le monde, tout à fait hostile et opposé. Il faut se battre là-dessus, mais on va pas. Les gens disent il faut la faire disparaître et l'abolir. Hélas, elle existe tant que le monde est monde, elle existe. Et c'est vrai que nous avons un vrai rendez-vous avec Internet. Un dernier point précis là-dessus, commissaire Souvira. Si l'une de ces femmes qu'on a vues dans le film décide de dire non, je rentre chez moi, je ne resterai pas dans ces hôtels à faire 5 ou 6 passes dans la journée, est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce que vous avez l'expérience de cas comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Elles ne peuvent pas le faire au sens... vous pensez qu'elles ont un libre arbitre. Vous avez bien vu qu'il y a toute une histoire de visa, de papier, d'envoi d'argent régulier, etc. Il y a une partie du document qu'on ne voit pas, de notre expérience, c'est la première fille. Donc il y a en général une première fille qui encadre le réseau d'escorte, qui se déplace d'hôtel en hôtel, et c'est bien souvent elle qui récupère l'argent et qui vérifie que tout se passe bien. Donc nous, quand nous travaillons sur les réseaux, on travaille sur les premières filles. Donc, qui font l'intermédiaire entre les filles et le chef du réseau qui reste dans son pays. Mais ce que vous dites est intéressant parce que la personne ne peut pas quitter spontanément le pays. Déjà, elle ne parle pas le français. Elle ne sait pas si, en France, on poursuit ou on ne poursuit pas les prostituées. Elles ne connaissent absolument pas la réglementation. Je me fais le naïf de l'histoire, mais elles ne peuvent pas envoyer un SMS en disant non, finalement, je veux rentrer. Non, on n'a pas vu ça. Peut-être que c'est passé, mais je pense qu'il y a une crainte. Ça serait croire au Père Noël. Oui, puis il y a une menace très forte sur elle aussi. Et je voudrais qu'on avance un peu parce que c'est une autre découverte du film, c'est les clients. On est très loin de ces clients traditionnels, entre guillemets, qui rasent les murs. Ce qu'on voit clairement dans cette enquête, c'est qu'il y a une communauté de clients. Il y a même un terme qui fait son apparition, les punters. Et je voudrais qu'on revoie un court extrait à ce sujet pour vous faire réagir. Si une fille m'attire, je vais effectivement aller vers une fille qui a plus
une évaluation qu'une autre. Déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont testé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui existe. On peut se dire, est-ce que les photos sont truquées ou pas truquées? Ils vont plus ou moins raconter si c'est vrai ou pas. Voilà, et puis après, dans ce qu'ils décrivent, ça peut correspondre à certains de mes fantasmes aussi. Ouais, on vit ces fantasmes, on va au bout d'un truc qui est à l'intérieur, jusqu'à en être écœuré. Alors, est-ce que c'est pas aussi une des innovations, entre guillemets, là encore, je ne sais pas si le terme est bien choisi, on marche sur les œufs, hein, vraiment, dans cette émission, de cette prostitution sur Internet, que cette communauté de clients qui note les prostituées comme s'il s'agissait, Sylviana Kaczynski le disait, de produits ou de marchandises. Janine Mossus-Lavo. Bah écoutez, je crois que ça s'est développé comme tout le système Internet et d'accès à Internet s'est développé. C'est-à-dire que pour un certain nombre de clients, c'est plus facile de cliquer sur Internet plutôt que d'aller au Bois de Boulogne repérer quelqu'un en camionnette ou ailleurs comme il le faisait avant. Est-ce que ça signifie que les clients sont plus décomplexés qu'avant, pour employer un terme à la mode? Pas tous, parce que je crois qu'il n'y a pas, on peut pas dire il y a les clients comme si c'était un prototype. Ceux-là, en tout cas. En tout cas, moi, quand j'ai fait mon enquête, et donc je me suis à un moment spécialisée dans les entretiens avec les clients, ce qui ne se trouve pas facilement et qui n'est pas une enquête facile à faire. Et en fait, il y avait 3 catégories de clients. Il y avait ceux qui étaient les clients ponctuels, qui un soir de déprime, un soir de manque, de quelque chose, de n'importe quoi, allaient voir une prostituée. Et puis, il y avait une catégorie qui était les hommes mariés, qui d'ailleurs, par ailleurs, pouvaient très bien s'entendre avec leurs femmes, sans problème, sans difficulté, mais n'obtenaient pas les gâteries qu'ils voulaient et qui allaient voir des prostituées. Et puis, il y a une autre catégorie qui est les hommes seuls, qui sont soit célibataires, soit veufs, soit divorcés, et qui organisent temporairement ou plus longuement leur vie autour de prostituées et qui sont déshabitués. Alors effectivement, ceux-là, ils vont voir des filles dont ils savent où elles sont, en camionnette à tel endroit, ou avec tel numéro de téléphone, etc. Et ils sont habitués. Donc ceux qui arrivent maintenant par Internet, là les clients ne se parlent pas entre eux. Voilà. Là, ils se parlent entre eux comme s'ils parlaient sur un site, je sais pas, touristique, d'une destination, c'est bien, c'est pas bien, il fait beau, il fait pas beau, les paysages sont magnifiques ou pas. Ils sont cachés en même temps par l'anonymat. Ils sont cachés. C'est vrai qu'ils sont cachés. C'est ça, la désinhibition dont vous parliez tout à l'heure, elle vient du fait d'une sorte d'invisibilité et d'anonymat assuré par Internet. Bonsoir Sauveur Boukris. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, vous officiez dans le 18e arrondissement, et puis la pratique de votre métier vous a conduit à monter une association pour l'encadrement, la légalisation de la prostitution. Sur cette nouvelle attitude des clients, effectivement peut-être désinhibés par le fait que leur identité n'est pas dévoilée grâce à Internet, comme le disait Sylviana Kaczynski, mais qui en même temps notent, parlent de ces femmes comme s'il s'agissait de voitures. Quel est votre sentiment ? Alors, c'est vrai que j'ai créé ce collectif pour une prostitution reconnue, légalisée. Je dois dire que les prostituées ont rendu des services. Alors on pourrait appeler ça prestataires, on pourrait appeler ça des travailleuses du sexe, peu importe les mots, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont rendu des services, elles ont une fonction sociale, voilà. Et j'ai des exemples de patients qui me disent écoutez, moi je viens de sortir d'une rupture amoureuse, j'ai perdu un peu l'estime de moi, j'ai perdu un peu confiance en moi, et c'est une prostituée, ou je vais voir une prostituée qui essaye de me redonner un petit peu goût ou confiance en la sexualité. Ça peut être aussi... Quelle conception du rapport homme-femme, c'est admirable. Non, mais c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Il y a des jeunes qui sont peut-être pas capables de draguer quelqu'un et qui ont besoin pour s'initier à la vie sexuelle. Les femmes, ont besoin. Les médicaments, quoi, c'est des médicaments. Écoutez, quelque part, vous avez raison, ce sont des médicaments. Et je dois dire que moi, je vois beaucoup dans ma clientèle des femmes de 20 ans à 50 ans qui souffrent de solitude, de mal-être, et qui viennent en réalité parce qu'elles souffrent de solitude, et elles viennent pour des motifs complètement différents. Elles somatisent, elles ont mal à la tête, elles ont des migraines, elles ont mal au dos. Et quand on les examine, on trouve rien d'exceptionnel, et surtout, on sait très bien que derrière ce symptôme affiché, il y a une souffrance. Et j'aimerais bien, si on pouvait leur prescrire, si je peux dire,
une relation affective, parce qu'il n'y a pas que la sexualité dans la relation homme-femme, il y a aussi la relation affective. C'est vrai que ça marche pour l'instant à sens unique. Enfin, bien sûr, il y a aussi de la prostitution masculine pour les femmes. Justement, on n'en a pas parlé, mais parce que c'est encore très tabou. Mais il y a une prostitution masculine de jeunes hommes performants pour, je dirais, les femmes mûres en général, ayant suffisamment d'argent. C'est pas si marginal que ça. D'ailleurs, si, attendez, c'est quoi? C'est 0,1% de la prostitution, vous pouvez aller sur Internet et demander des escort boys exactement comme des escort girls. Je veux dire que c'est aussi facile. Il y a des catalogues, il y a toutes sortes de réseaux dans les bars. C'est pas du tout tabou. C'est très tabou parce que dans les émissions, c'est pas tabou. Dans les émissions, la presse adore ça, ne parle que de ça pour justifier le système prostitutionnel. On nous dit maintenant, regardez, il y a quelques femmes très riches, chefs d'entreprise, qui vont se payer des jeunes hommes escorts. C'est un pur alibi pour justifier le proxénétisme. Ne dites pas que c'est tabou. Il y a des femmes des milieux populaires qui vont dans les balles, dans des balles populaires, justement pour cette raison-là, et qui payent d'ailleurs pas très cher, souvent aussi en carte orange, etc., ou en passe Navigo aujourd'hui. Et vous avez ce phénomène, ça existe simplement. Effectivement, c'est tabou. On n'en parle pas. Alors on poursuit dans ce débat avec une dimension qui saute aux yeux là encore. C'est, pour le dire simplement, commissaire Souvira, que fait la police ? Parce que dans ce film, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant, les clients évidemment et les premières concernées, mais aussi dans les hôtels. Tout le monde connaît les tarifs, tout le monde voit ses allées et venues, tout le monde s'y est habitué. On revoit un court extrait et puis c'est à vous qu'on posera la question ensuite. Tous les hôtels, il y en a, parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. C'est elle qui contrôle pas. En face, c'est pareil. C'est quoi la face? 2,50. 2,50 Entre 2,50 et 3,50. Pourquoi? Pour une heure ou là? Non, c'est ça s'appelle prostitution moderne. Sur Internet. Dans les étages, en croisant l'un de ses employés, là encore, apparemment tout le monde semble au courant. Si, ils sont partout dans les étages. Dans les chambres. Partout. C'est vrai? Ouais, si. Vous envoyez souvent? Bien sûr. Vous envoyez souvent ici? Bien sûr. C'est vrai? Ouais. À la réception, il y en a partout. Du premier jusqu'au 7e, ah ouais? il y en a partout. Mais combien? Ouais, ça dépend, il faut discuter avec. C'est vrai? Ouais, c'est sûr, bien sûr. La réception arrangerait-elle ce type de rendez-vous? Pour le savoir, j'ai loué l'une des chambres de l'hôtel pour une nuit et demandé à la réception s'il était possible de faire monter l'une de ces femmes. Sur ce point, le concierge sera très clair. C'est interdit pour nous, sinon on va rester à être accusé par les flics. La loi française. La loi française est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de dire la loi française? Voilà, il faut quand même sauver les apparences, il y a une loi, il faut essayer de la respecter, mais enfin on comprend que tout ça est quand même d'une formidable hypocrisie. Pourquoi, commissaire Souvira, est-ce que vous n'intervenez pas dans ces hôtels alors que vous savez que les femmes y sont, alors que vous savez qu'il y a là un échange marchand? Alors d'abord, on intervient dans les hôtels. Ah, souvent? Souvent, puisque nous avons un partenariat qui est discret avec des chaînes hôtelières internationales, puisque les escortes traversent l'Europe entière. Donc quand vous dites discret, c'est-à-dire c'est pas les 2 bataillons de CRS qui arrivent dans l'hôtel et qui arrêtent tout le monde? Bien sûr. Et puis, qu'est-ce que vous faites en fait alors? Déjà, en France, on ne poursuit pas la prostituée, on ne poursuit pas le client. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les personnes qui tirent profit de la prostitution. Donc c'est pour ça que le maillon l'aspect caché qu'on n'a pas vu dans le reportage, mais qui est le plus difficile, et c'est normal, c'est celui sur lequel on travaille, c'est-à-dire la personne qui encaisse l'argent. D'accord, mais l'hôtelier, est-ce qu'il n'est pas complice? L'hôtelier est complice quand il le fait en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand vous avez de cause, visiblement, ils connaissent tout de ces rouages. L'hôtel en question, c'est un hôtel qui a 900 chambres. Sur 900 chambres, vous avez, moi je ne discute pas l'hôtel, mais je vous explique comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les filles arrivent, elles restent 2-3 jours, elles repartent. Travailler sur une fille, c'est pas intéressant. 2-3 jours ou un mois. Hein, non. On n'a pas des filles qui travaillent un mois. Je l'ai noté dans le reportage, mais en général, c'est 3 jours sur Paris, 3 jours à Reims, 3 jours à Toulouse, 3 jours à Marseille, 3 jours à Barcelone, 3 jours à Milan, etc. Ce sont des spots, elles font ça de saut de puce en saut de puce. Là, elles sont 40 en même temps, quand même. 40 chambres en même temps. Hein. Ouais. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme.
C'est énorme. Ça se voit. Ça se voit, mais est-ce qu'il y a un proxénète qui est derrière? Est-ce qu'on voit le proxénète en action? Mais si vous faites la démonstration, si vous remontez la filière, vous montrez qu'il y a proxénétisme, est-ce que vous irez demander des comptes à l'hôtelier? On ira demander des comptes à l'hôtelier, bien sûr. Ça s'est déjà produit? Ça s'est déjà produit. C'est pour ça que maintenant, les hôteliers viennent vers nous pour dire comment faut-il faire pour. Et pareil pour les fournisseurs d'accès Internet qui nous disent, bon voilà, on a des escortes, on a des réseaux qui s'installent sur nos sites, comment fait-on pour? Alors sur les proxénètes, est-ce qu'il est vraiment possible de travailler donc en amont sur eux à partir du moment où ils sont installés à l'étranger? On l'entendait dans le film, souvent avec des législations différentes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais votre film met en évidence un phénomène qui est très intéressant, c'est-à-dire que toute votre enquête est basée sur l'Ukraine et la Russie. Ce sont des pays qui sont hors de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous travaillons sur les pays au sein de l'Union européenne parce qu'il existe des instruments juridiques pour les équipes communes d'enquête, c'est-à-dire des policiers étrangers qui viennent en France, des Français qui vont à l'étranger. Et si c'est hors Union? Hors Union, c'est quasiment impossible. Vous n'avez pas les mains libres? Non, parce que non, parce qu'il n'y a pas les instruments juridiques pour. Nous, par exemple, avec la Roumanie et la Bulgarie, on a arrêté 57 chefs de réseau qui étaient en Roumanie et en Bulgarie. On les a fait venir en France grâce au mandat d'arrêt européen. Ce mandat d'arrêt européen, ce titre ne s'applique pas en Ukraine, en Russie, en Moldavie, en Biélorussie, etc. C'est pour ça que tous les sites sont déportés en dehors de l'Union européenne pour éviter les attaques des policiers de l'Union. Dernière chose, c'est ceux qui organisent ces réseaux. Ce sont, comment dire, de vraies mafias. On a vu que parfois il pouvait y avoir des complicités et de la corruption qui va avec. Ou est-ce que ce sont des clans familiaux, des sortes de mini-PME, parce que finalement, ça n'est pas difficile que ça à monter? Mais il y a les deux. Vous avez notamment la Roumanie et la Bulgarie, qui est les deux pays qui arrosent vraiment le plus l'Europe de l'Ouest. C'est très simple. On prend en Bulgarie la région de Sofia et de Varna, ils sont sur la France. On prend la région de Plotvid, ils sont sur la Belgique et les Pays-Bas. Ça veut dire qu'il existe des réseaux qui ont des têtes de pont dans ces pays et qui envoient leurs filles. Nous, notre but, c'est de travailler sur les structures qui les réceptionnent et les structures qui les envoient. Ensuite, vous avez des réseaux claniques. C'est 2-3 hommes et 5 ou 6 filles, et ils vont les déplacer de ville en ville, etc. Et quand la pression policière est trop forte sur une ville, ils vont sur une autre ou ils changent de pays. Donc on a à la fois des myriades de petits réseaux et des réseaux beaucoup plus structurés. Chantal Brunel, vous vouliez ajouter quelque chose? Deux remarques. Je crois qu'on n'échappera pas un jour à un Copenhague de l'Internet, car comme dit Monsieur le Commissaire, on a besoin d'une coopération mondiale sur ces sujets. Et deuxièmement, nous les parlementaires, on réclame toujours beaucoup plus de policiers sur le terrain, dans les commissariats. Je crois qu'il faut au contraire mettre beaucoup plus d'hommes derrière les écrans d'ordinateur, parce que c'est aussi important derrière un ordinateur. Alors il y a des policiers de la police judiciaire qui sont derrière les écrans d'ordinateur, mais je pense qu'il faut en mettre davantage. Parce qu'on peut, à travers Internet, démanteler quand même des réseaux de prostitution, mais aussi de pédopornographie, de sites de vengeance, qu'on voit tout ça sur Internet, où des femmes sont abîmées impunément. Donc il faut peut-être adapter effectivement une police qui est moins visible, qui est derrière un écran d'ordinateur, et une grande formation. Il faut donner des moyens pour former les policiers à Internet, et c'est pas facile. Et l'Europe, oui, mais l'Europe qui a une coopération, donc je parle de coopération mondiale. Si 80% des prostituées en France sont des étrangères, c'est parce qu'elles déferlent de l'Europe de l'Ouest sur les pays européens. Et pourquoi déferlent-elles sur les pays européens? Parce qu'il y a des pays légalistes, notamment l'Allemagne, le pire des pays dans ce cas-là, avec l'ouverture des Eros Centers, qui protègent littéralement le proxénétisme et qui font que toutes ces jeunes femmes et tous ces réseaux entrent dans l'Europe de l'Ouest et ensuite passent 3 jours ici, 3 jours là, dans tous les autres pays européens. Alors, vous m'amenez à une excellente transition. On a compris que la réponse policière était insuffisante. Alors, que faire? Que faire face à ce phénomène? Comment faut-il d'abord tout simplement organiser les choses? Peut-être d'abord parce que les filles, les femmes elles-mêmes qui font ce métier ont souvent peur. On regarde un court extrait où cette peur s'exprime très clairement. Faut-il organiser ou pas la prostitution, l'admettre et l'organiser? On regarde cet extrait. Natacha effectue ses sextours en Europe depuis 2 ans. 2 ans durant lesquels la peur ne l'a jamais quittée. La première fois que je suis venue, c'était en octobre dernier.
Après, j'ai réfléchi, beaucoup réfléchi. Je me suis demandé si je devais revenir ici à Paris, parce que c'est très dangereux. Pourquoi? Vous savez, vous, par exemple, vous venez dans la chambre, c'est la première fois que je vous vois. Mais parfois, il y a des hommes qui... Ah, ils vous frappent? Oui, il faut toujours faire très attention. Une de mes amies qui est dans l'hôtel m'appelle tout le temps pour savoir si tout va bien, et je la rassure. Donc elle veille sur vous? Bien oui, forcément. Il y a déjà eu des problèmes dans cet hôtel. Voilà, la peur, ça fait aussi partie du métier. Que faut-il faire? Bonsoir Stéphane Gomez, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Vous êtes français, vous travaillez, je crois, dans la restauration en France. Vous travailliez, voilà. Et puis, vous êtes aujourd'hui installé en Espagne et vous tenez ce qu'on peut appeler une maison close à Barcelone. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est exact. Une maison close, le terme me gêne un peu, puisqu'on est resté en France dans le concept des maisons closes avant 1946. Donc, effectivement, les choses ont énormément changé, notamment avec Internet, vous l'avez dit. C'est un endroit, un établissement qui est dédié à la prostitution, qui a une licence administrative, qui est très explicite et qui permet... C'est toléré là-bas, c'est en légal Catalogne, là-bas, il y a une en loi, Catalogne. c'est toléré, donc ils ont fait le choix d'identifier la prostitution. Voilà. Donc vous avez quoi, une quarantaine de chambres, un peu plus? Non, c'est une dizaine de chambres. Une dizaine de chambres. Il y a à peu près une quarantaine de filles qui collaborent avec nous, qui collaborent et non pas qui travaillent, puisqu'elles sont autonomes. Donc elles ont leurs propres revenus, elles encaissent 100% de l'argent qui vient de la part du client, et ce qu'elles payent à l'établissement, à l'établissement, puisqu'à moi directement, il faut que je paye la TVA, l'impôt sur les sociétés, je paye les photos à ces filles-là, je paye le linge. Il y a des photos là aussi pour... Voilà, donc 100% de la publicité est sur Internet. D'accord. Et elle vous paye combien, donc vous disiez? Donc elle paye en fonction du temps qu'elle reste dans la chambre. D'accord. Ce prix inclut du linge qui est désinfecté chaque fois, un ménage qui est fait des installations, elles sont totalement désinfectées. Et ça représente à peu près quoi? 20, 30, 40%? C'est pas un pourcentage, puisque au nom de quoi j'aurai le droit de prélever un pourcentage sur des prestations sexuelles. C'est un service de location. Pourcentage, c'est interdit, selon la loi en Catalogne, c'est du proxénétisme. Donc elle pacte librement le tarif avec le client et elle n'a aucun frais à part la location. Chaque femme est libre de fixer son tarif avec ses clients. Exactement. Et c'est un forfait en quelque sorte qu'elle vous verse. Exactement. Pour avoir un ordre d'idée, ça peut représenter à peu près combien? Par exemple, de rester une demi-heure dans une chambre, ça lui coûte 40 €. D'accord. Vous lui garantissez une forme de sécurité? Alors évidemment, il n'y a jamais eu d'agression. En aucun cas il y a eu agression à l'intérieur du local. Il y a une sécurité. Le type de client que nous avons est loin d'être le client problématique. C'est le client qui parfois est handicapé, qui peut avoir des problèmes ou des difficultés quant aux relations avec les autres. J'ai des sourds, des muets, des gens en chaise roulante, des gens qui ont besoin d'y aller parce que... J'aime bien cet alibi-là. Évidemment, parce que vu de la France, on voit les choses d'une autre manière. Quand je vivais en France, je ne voyais pas les choses de la même manière. J'ai quand même des femmes qui ont laissé un travail de professeur de gymnastique, de secrétaire, qui ont des diplômes, pour se dédier à ça, parce qu'elles voulaient gagner 5-6 000 € par mois. Ouais. De quelle origine sont-elles? Alors, j'ai 20% de filles qui sont espagnoles, 80% des filles sont étrangères, mais toutes ont des papiers en règle pour pouvoir vivre en Espagne. Un petit point de vocabulaire, vous dites « j'ai des filles » comme si c'était vos filles, et ça pourrait être mal interprété. C'est certain qu'il faut faire attention quand on parle de cette manière-là. Ce sont des filles qui sont totalement autonomes et indépendantes. Elles viennent quand elles veulent, elles s'en vont quand elles veulent. Parfois, elles vont en France pendant une semaine.
pour travailler. Alors, on n'est pas obligé de croire ce genre de discours et la façon dont les filles sont recrutées. Moi, ce que je voudrais dire ici simplement, c'est que je conteste, excusez-moi David Pujadas, le principe qui consiste à inviter un monsieur qui fait profession finalement de proxénète. Parce que c'est une expérience d'un autre pays et qui peut aussi nous apprendre quelque chose. Je comprends bien, mais c'est un peu comme si on faisait une émission sur la drogue et qu'on invite des trafiquants de drogue. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Bon, il n'empêche que le rôle que joue monsieur est pour moi très explicitement un rôle de proxénète en organisant partiellement les choses. Mais bon, vous assumez la chose très bien. Mais il faut appeler un chat un chat. Qu'est-ce qui vous dit? J'ai envie de demander à M. Chouvira qu'est-ce qu'il en pense. Parce que là, on est dans une forme de proxénétisme. Ah non, mais la réponse est très simple. Si M. Gomez était en France, il serait en prison. Mais bon, c'est pour ça qu'il a délocalisé son activité en Espagne. Oui. Mais indépendamment de ça... Attendez, on va lui demander juste son sentiment là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas proxénète? Non, je ne l'ai pas délocalisé puisque en France j'avais des brasseries. Je suis allé donc en Espagne, on m'a proposé divers fonds de commerce et entre autres ce type d'établissement. Mais que répondez-vous quand on vous dit vous êtes un proxénète? Alors, certes, au sens autorisé par la loi. Selon la loi, c'est vrai, mais selon la loi espagnole, la loi allemande, ou en Australie, ou au Nevada, ou aux Pays-Bas, je ne suis pas du tout proxénète. Le proxénète est bien défini en Espagne. C'est celui qui oblige, c'est celui qui prend un pourcentage, c'est celui qui recrute. Or, c'est pas du tout le cas. Moralement, vous n'avez jamais le moindre doute? Au début, si. Aujourd'hui, non, parce que j'ai des filles qui ne veulent pas d'un autre travail et qui ont des diplômes et qui ont travaillé. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à venir. Et il y a des gens qui sont faits pour veiller si elle travaille en connaissance de cause, si ça a bien été son choix, et si ce n'est pas le cas, on dénonce aux autorités locales. Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Je travaille honnêtement au sens de la loi et je gagne ma vie honnêtement, tout comme je l'ai gagné à Paris également. Je paye des impôts, je paye une TVA, on paye un impôt sur les bénéfices. Chantal Brunel, est-ce que cette expérience-là, cette expérience espagnole telle qu'elle nous est racontée, peut faire figure de source d'inspiration pour ce qu'on voudrait faire en France? Vous faites partie de ceux qui disent la prostitution existe, on peut le regretter, mais elle existe, autant l'encadrer. Oui, moi je dis que la prostitution, que le sort des prostituées me semble s'être beaucoup détérioré avec la clandestinité. Donc je dis, d'abord, la prostitution existe, on ne va pas l'arrêter, l'effacer et dire c'est gentil, on ne veut plus de prostitution. Moi aussi, j'aimerais qu'il y ait une prostitution zéro, comme tout le monde. Ce que je dis, je ne suis pas une spécialiste, mais étudions si éventuellement des lieux dédiés. J'ai dit pourquoi pas des maisons ouvertes pour symboliser qu'il n'y ait aucun souteneur, que la femme vienne librement, volontairement. La nuance sémantique est importante, on passe de maison close à maison ouverte. C'est pour quoi? Pour rassurer, pour faire place nette? C'est pour montrer, non, moi je pense c'est que la femme viendrait volontairement et tout à fait librement. Alors, donc un peu à l'espagnol, à la catalane, disons. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, je dis qu'on ne peut pas continuer à avoir en France des êtres humains qui sont en semi-esclavage. On est le pays des droits de l'homme, donc on doit faire quelque chose. Je ne sais pas si la bonne solution, je dis étudions. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à voir ce qui se passe dans les forêts, on ne peut pas continuer à voir ce qui se passe dans les vignes, on ne peut pas continuer à voir ce qui se passe dans certaines caves. C'est ce que j'ai. On est le pays des droits de l'homme, on a des êtres humains qui sont en situation de semi-esclavage, et je pense que la disposition sur le racolage passif a eu des inconvénients et a mis la prostitution dans la clandestinité. Et il me semble que des endroits dédiés ou un peu officiels éloigneraient tout ce qui est réseau mafieux et clandestinité. Voilà, maintenant, travaillons et étudions. Je pense qu'en vous entendant, Victor Schœlcher, il se retourne dans sa tombe. Alors Victor Schœlcher, on va l'expliquer pour ceux qui nous regardent et qui ne le connaissent pas. À tous ceux qui voulaient aménager qui a aboli l'esclavage. Oui, aménager l'esclavage. Écoutez les associations, monsieur, les associations vous disent que les femmes ne sont pas protégées, que les médecins ne viennent pas les voir. Je ne peux pas supporter une députée qui n'a pas de projet à long terme sur l'humain. Aménager la prostitution, ça veut dire on est d'accord avec. Si, ça veut dire que vous démissionnez. Vous êtes dans la fatalité. Non, mais je le dis parce que je le pense. Monsieur, voyez les associations. Il n'y a aucun médecin. Regardez madame, comment elle est, madame. Madame, elle est dans le silence aujourd'hui. Elle est obligée de justifier ce pourquoi elle est heureuse. Mais madame, je souhaite pour vous un jour que vous puissiez quitter ce système. Respirer au nom de la liberté. Vous l'avoir déjà dit, je ne quitterai jamais ce système. C'est le système qui me convient, qui me plaît. Mais moi, je pense qu'un jour,
vous réfléchirez Je souhaite que et que les vous femmes virez autrement. soient... Je le souhaite de tout mon cœur. Je voudrais que les prostituées bénéficient d'une protection sociale, d'une protection médicale. Et parce que vous voyez des médecins, je connais des médecins qui me disent qu'ils vont arriver dans les hôpitaux, regardez la réalité. des femmes complètement abîmées, détruites, et que personne n'a été pour les protéger. On est un pays des droits de l'homme. On ne peut pas avoir des femmes qui arrivent ou des filles complètement détruites. Sylviane Agazinski sur l'expérience allemande. Il y a pas pire esclavage que là où il y a des maisons closes. C'est facilement vérifiable à Amsterdam, c'est facilement vérifiable à Berlin. Donc les exemples, on les connaît. C'est pire, c'est 60 passes par jour. C'est des conditions sanitaires. On parlait de santé tout à l'heure. Des conditions sanitaires épouvantables. Il y a une dame qui s'appelle Judith Trincard qui a fait une très belle thèse sur la santé des prostituées, qui a montré que pour supporter le fait de vendre effectivement leur sexe 40 ou 50 fois par jour, la plupart du temps elles se droguaient quand elles ne sont pas déjà droguées par les proxénètes. Et elles disent au départ, je me droguais pour travailler, ensuite j'ai travaillé pour me droguer. Vous avez un cercle, je finis, laissez-moi finir. Donc il y a là et du coup ces femmes qui arrivent à ce qu'on a appelé une décorporisation, elles se désincarnent, elles font comme si leur corps n'était pas le leur pour pouvoir supporter de dire moi je ne suis pas là, je vends mon corps mais je ne suis pas là. Donc la vraie question. Mais on est tous d'accord avec vous, madame. On est tous d'accord. Alors la question c'est ce marché aux esclaves. Est-ce qu'on veut en atténuer les effets pervers ou est-ce qu'on veut dire non, les femmes ne sont pas à vendre. Il faut donc condamner non seulement les proxénètes, mais il faut condamner les clients parce que c'est eux les premiers des proxénètes. C'est eux qui entretiennent l'idée que la femme a un corps disponible qu'on doit pouvoir acheter. Condamner les clients. Un pays le fait, je crois, c'est la Suède. Alors qu'est-ce qui se passe? Commissaire Souvira, l'expérience suédoise, on pénalise les clients. Est-ce que le bilan est... Quel est le bilan, tout simplement? Au départ, effectivement, ça déstabilise complètement les réseaux, mais qui se recréent dans une clandestinité absolue. C'est-à-dire que la prostitution en Suède existe de nouveau, mais avec des échanges par téléphone mobile, par Internet, etc. Et la police ne contrôle presque plus rien, puisque tout est apparemment invisible. Mais si vous permettez, je voudrais revenir sur la situation, enfin sur l'Espagne avec M. Gomez. Il faut essayer de réfléchir qu'on n'est pas dans l'Hexagone. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement en France avec les clients et les prostituées. Et nous, policiers français, nous travaillons en Espagne et nous travaillons aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, on voit, les Hollandais viennent vers nous pour nous dire on voudrait mettre un terme au quartier rouge parce que derrière, montée collatérale des trafics de stupes, d'armes... Parce qu'il y a eu des dérives. À La Haye, à Amsterdam, Rotterdam. En Espagne, qu'est-ce qui se passe? Vous avez au moins 300 000 prostituées dans les clubs, etc. Mais vous en avez aussi sur la voie publique. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché la prostitution de voie publique, les clubs, quoi qu'on en pense. Et c'est pareil en Allemagne, c'est pareil aux Pays-Bas. Parce qu'il y a eu des dérives, ils n'ont pas contrôlé, ils ont fait les choses à moitié. Il y a eu des dérives. Ah ben voilà, justement. Les dérives, en fait, elles existent obligatoirement. Et on a parlé de la loi sur la sécurité intérieure avec donc ce que disait Madame Brunet, notamment sur les filles qui ont été écartées. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est apporter quelques éléments de réflexion de la police et de gens qui travaillent au quotidien. Moi, ce que je vous dis, c'est ma pratique. En 2003, quand la LSI est appliquée, effectivement, on a un rejaillissement, c'est-à-dire que les filles quittent les centres-villes pour les périphéries. Et un mois après, les premiers effets de la LSI, enfin la loi sur la sécurité intérieure de 2003, nous viennent non pas des filles, non pas de la classe politique ou des policiers, mais nous viennent de chefs de réseau albanais qui, sur nos écoutes téléphoniques, disent « on va quitter la France parce que cette loi nous empêche de bosser ». C'est une traduction que je fais simple, mais on a vu les réseaux albanais, moldaves et ukrainiens, après la LSI de 2003, quitter la France. Vous pensez que ça peut avoir un effet dissuasif? Ça peut avoir un effet dissuasif, bien sûr. On va bientôt conclure cette émission. Lisa, je voudrais vous demander l'expérience de Stéphane Gomez en Espagne. Est-ce qu'elle rejoint d'abord un peu la vôtre en Suisse? Et est-ce que vous pensez, vous, que pour vous et vos consoeurs, ça peut constituer Alors, une solution? Tout à fait. Nous avons en Suisse exactement la même méthode de travail que chez monsieur. Ce qui n'empêche que nous avons aussi des prostituées de rue.
ça n'a pas empêché, étant donné que ce ne sont pas les mêmes filles, c'est pas le même travail, c'est pas du tout la même activité. Vous avez les prostituées de rue et vous avez les prostituées de salon. Il y en a qui sont faits pour être entre quatre murs, il y en a d'autres qui n'acceptent de travailler que dans la rue. On ne peut pas supprimer la prostitution de rue pour la mettre, pour la cloisonner. C'est impossible. Vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un s'il ne le souhaite pas. Donc, il n'y aura pas que des maisons, donc des maisons de passe. Voilà. Il faudra aussi légaliser une façon ou d'une autre. Nous, en Suisse, nous avons la prostitution de rue qui est faite que dans des quartiers qui sont bien définis. Merci. Et ailleurs, c'est interdit. Hein. Merci. Merci à vous tous. On a compris les points de vue qui s'exprimaient et qui n'auront pas été conciliés ce soir, qui ne sont sans doute pas prêts d'ailleurs de l'être. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez la parole sur France2.fr. Venez nous dire ce que vous avez pensé de cette question, de ce débat. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et on se retrouve dans 15 jours avec notre dernière enquête désinfiltrée cette saison. Que se passe-t-il vraiment derrière les murs des hôpitaux psychiatriques qui ont fait souvent la une des journaux ces derniers temps? Merci, bonsoir.